Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, vidéo que j'enregistre dans un état d'esprit très particulier parce que déjà là je sors d'un film totalement hallucinant dont il va être question, mais ce matin au réveil j'ai appris le décès de l'ami Peggy de la chaîne Le Rayon Décalé que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors vous êtes déjà au courant si vous me suivez sur les réseaux, si vous avez lu mon post communauté du matin. Mais je lui dédicace évidemment ce retour, cet échange-là que j'entame avec vous. La vie continue. C'est pas facile, mais la vie continue. Et donc, il va être question ici de Queer, qui est un long métrage de Luca Guadagnino, qui nous revient à peine un an après Challengers. Le monsieur, il est réputé pour avoir fait notamment Call Me By Your Name, ou Bones and All, ou le remake Suspiria, ça c'est pour les plus connus. Et il adapte ici un roman en cours, disons-le inachevé en soi, de l'écrivain assez extraordinaire qu'est William S. Burroughs, qui a déjà eu des adaptations au cinéma. Rappelez-vous le Festin nu, Naked Lunch de David Cronenberg, ou plus récemment Les Garçons Sauvages de Monsieur Mandico. Et donc ici, pour jouer dans ce queer, nous avons celui qui fut jusqu'à il n'y a pas longtemps James Bond, Daniel Craig, qui vient déconstruire son image d'espion très masculin. À ses côtés, en tant que jeune premier, parce que je ne crois pas l'avoir vu dans d'autres, en tout cas, œuvres cinématographiques importantes, Drew Starkey, on reconnaîtra, ou pas, peut-être aussi Jason Schwartzman, qui est assez méconnaissable, justement, et une apparition assez brève au début de David Lowery, oui, le monsieur réalisateur qui fait coucou, là. Et alors, pour faire simple au niveau du synopsis, l'histoire se déroule au début des années 50 à Mexico. Ça, c'est pour le démarrage du film. Et partira plus loin en Amérique latine. On va suivre William Lee, qui est clairement un alter ego, une sorte de doppelganger, une version fictionnelle de l'auteur William S. Burroughs lui-même, qui écrivait beaucoup sur lui. C'est toujours très autobiographique, ses écrits. Bref, un monsieur qui donc doit avoir grosso modo la cinquantaine, on va faire simple, qui est un peu paumé au Mexique. On ne sait pas trop pourquoi il est là. Si, il a fui les États-Unis parce que là-bas, il était considéré comme un criminel car il se drogue beaucoup. Il est très addict. Et là-bas au Mexique, il traîne dans un milieu un peu underground à s'intéresser aux hommes et surtout aux jeunes hommes, il faut le dire, qui gravitent là, que ce soit des locaux ou des Américains expatriés comme lui. Et à un moment, il va jeter son dévolu sur un jeune qui s'appelle, enfin, la trentaine, vingtaine, enfin, je sais pas, il n'y a pas d'âge mentionné ici, un certain Allerton, Gene, de son prénom, Eugene. Et il va y avoir un magnétisme entre les deux. Une relation va se mettre en place, un peu compliquée, parce que autant William Lee se considère comme queer, donc c'est un peu le terme plus ancien, et assez péjoratif quand même, pour dire gay, homosexuel, même si le terme queer en anglais peut renvoyer à pas mal de significations dans le côté marginalisé des choses, aux yeux d'une société bien pensante. Bref, autant donc William Lee semble l'assumer, mais bon. Par contre, le jeune là, Gene, non. Il le dit, I'm not queer. D'ailleurs, c'est une phrase qui va avoir des résonances jusqu'à même sa résolution à ce film. Mais quand même, les deux vont avoir une aventure, oui. Et à un moment, Eugene, même s'il semble intéressé par une femme, etc., et à vouloir vivre sa vie loin de William Lee, eh bien, il va quand même accepter une proposition de Lee de partir vers l'Équateur, je crois que c'est ça, à la quête absolument hallucinante, qui colle bien du coup à la thématique du film, d'une drogue, le yaché, pour éventuellement transcender une relation de trip absolue et peut-être découvrir peut-être les possibilités de télépathie, sorte de plante hallucinogène qui était peut-être recherchée par les Russes, les Américains, enfin pour faire des expériences. Bon, entre réalité et fiction, pourquoi pas ici, on peut toujours tout imaginer. Et donc cette quête ultime, ce n'est pas la seule. Oui, d'accord, la drogue finale pour le trip absolu, mais la vraie obsession, c'est celle que Lee a envers ce jeune homme, qu'il veut posséder ou qu'il veut aimer, qu'il aime probablement, alors que lui, Eugene, c'est pas vraiment ça qui l'intéresse. Oui, il veut tester, il veut faire des expériences pour le coup, mais ça s'arrête là, ce n'est qu'un moment éphémère.
alors que lui, il espère quelque chose. Dans une vie d'après où il est paumé, où il est seul, surtout. Et donc, une nouvelle fois, Luca Guadagnino détricote ici les thèmes, pour faire simple, hein, du désir et de l'obsession. C'est toujours un peu ça, ces métrages, avec des contextes très différents, parce que chaque film de Guadagnino est assez différent l'un de l'autre, mais ont des vrais, on va dire, en spirale, ça se répète, ça se ressemble quand même. Vous voyez là, Call Me By Your Name sur certaines scènes n'est pas loin, Challengers également, mais on n'est pas dans le même pays, pas avec les mêmes idées, et pas les mêmes attirances, mais au final, on essaye d'aller au bout d'un truc, et ça s'avère éphémère, ça ne peut pas s'accomplir. Même dans Suspiria, il y a de ça. Et Bones and All également, en fait, tout le temps. On part sur la route, que ce soit une route physique ou temporelle et mentale, on avance pour aller vers où? C'est la question. Et j'attendais cette œuvre avec impatience parce que j'ai découvert récemment Queer, donc en mode écrit. C'est particulier, mais bon, dès l'introduction préface, hein, où Burroughs se met dedans, et en effet, il est là-dedans. Et j'ai quand même beaucoup apprécié le festin nu de M. Cronenberg. J'ai vu Les Garçons Sauvages de Mandico à l'époque, mais comme je n'étais pas prêt pour un tel film, je le reverrai un jour, et je n'ai pas d'avis arrêté sur l'idée. C'est quand même assez fascinant à voir. Hein. Alors, ici, pour Queer, je suis dans un état second moi-même. C'est-à-dire que voir ce film-là dans des conditions actuelles, en n'ayant pas bien dormi, en ayant appris une nouvelle que malheureusement j'anticipais avant parce que j'étais au courant des soucis de santé de Peggy, c'était plus qu'une expérience. Cependant, est-ce que j'ai aimé? Je ne sais pas. J'en ai absolument pas la moindre idée. Il y a une tentative artistique très prenante et probante ici, qui va très loin, qui peut aller trop loin parfois, mais attention, je vais m'expliquer pourquoi, je ferai une zone spoiler pour la finalité d'ailleurs. Cependant, c'est sûr que c'est un film qui ne ressemble pas spécialement à beaucoup d'autres. Quoique, quand même. Déjà, première chose, Luca Guadagnino est un grand fan de Burroughs, et notamment de ce roman court. Donc, c'est un truc qu'il voulait vraiment adapter depuis très longtemps, mais à l'époque, Steve Buscemi avait pris le projet, puis finalement il l'a laissé, donc Guadagnino, il s'est plongé là-dedans très très vite, je crois même pendant qu'il tournait Challengers, il savait qu'il allait le faire, il était déjà dedans. Et en effet, il rend vraiment hommage au matériau de base, tout en le travestissant sur sa fin, ça j'y reviendrai. Enfin, le travestissant, oui et non. Disons qu'il lui donne une conclusion, en fait. Il enlève la frustration de la plus ou moins non-conclusion du livre. Mais il en est hyper sage aussi, Guadagnino, tout en étant fou, parce que c'est l'univers Burroughs. C'est-à-dire qu'il nous fait du Burroughs cinéma. Et il fait son cinéma aussi. Et parfois, on voit que c'est clairement entre les deux. Il y a une forme de maîtrise et de lâcher prise tout en voulant coller au récit de base et en voulant imposer sa patte tel qu'on a pu le voir avant. C'est-à-dire que c'est un film qui pourrait être quasiment malade ou halluciné dans son idée. Déjà, c'est quelqu'un qui est allé au bout d'un truc tout en voulant vraiment rester proche de ce qu'il avait entre les mains. Alors c'est pas lui qui a écrit le scénario, mais il a clairement voulu aussi le faire, le film. Donc, et artistiquement, il y a des choses totalement folles, mais s'inscrivent-elles parfaitement dans une idée de film? Parce que au final, c'est plus qu'un film, c'est carrément un hommage à un auteur, et ça va même au-delà de Queer. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez vu le Festin nu, vous allez ressentir des choses du Festin nu. Des décors, par exemple, vous avez des moments ici où le Mexique, c'est plus proche de l'interzone, hein, c'est cet endroit qui serait été tourné au Maroc, mais imaginaire de Naked Lunch, du Festin nu. Et ça se voit ici que tout a été fait en studio. Et ça ne triche pas là-dessus. Ça se sent. Je crois que ça a été tourné à la Cinecittà en plus. Limite, on pourrait y trouver une sorte de trip post-félinien à certains moments, même si les thématiques sont différentes, clairement, et l'approche aussi. Mais dans cette idée de cadre-là, ce n'est pas la réalité. C'est un film fantasmé. Tant et si bien que vous êtes au Mexique, mais vous n'y êtes pas. Et le personnage de William Lee est au Mexique sans y être. Il est dans son monde, il est paumé, il est seul, il est queer lui-même dans son univers qui est déphasé. À partir de là, rien ne fait réel. Et je dis bien rien dans le sens, enfin rien, même les interactions, tout ça, l'histoire terre à terre,
on voit que c'est pas la réalité. Je parle même pas des fantasmes ou autres cauchemars, rêves qu'il va y avoir. Et ça peut poser problème parce que tu as du mal à avoir cette empathie totale dans le sens où c'est très fabriqué. Et le cinéma de Guadagnino ici se fait fabriquer, alors que pourtant il a touché au naturalisme, vraiment à quelque chose de palpable, un petit peu dans Challenger, mais surtout comme Call Me By Your Name, voire Bones and All. Là, il y a un truc, on est plus proche dans le Suspiria, dans cette idée, on sort de quelque chose de palpable, pourtant c'est très organique. Hein. C'est pour ça que ce film est hyper paradoxal. Donc, il y a cette idée-là, et il va pousser cette esthétique du... on sort de quelque chose de concret, avec la BO, parce qu'il y a du Nirvana, en début il y a du Sinéad O'Connor qui reprend All Apologies, dans un générique où on voit des trucs qui sont des artefacts de Burroughs, hein, de toute façon. Et après on a du vrai Nirvana qui arrive comme As You Are, une scène qui est presque grossière, entre guillemets, parce que c'est presque un clip au milieu du début du film. Bah, c'est la rencontre, hein. C'est le premier eye contact entre Lee et Allerton, et Gene. Y a ça, et puis à un moment ils sont dans un bar et tout, bah, toujours le même bar de la première partie du film, oui, parce que c'est chapitré, il y a plusieurs parties, bon, j'y reviendrai plus tard sur la zone spoiler, sur le reste, plus en détail. Et ben vous avez un autre morceau de Nirvana assez peu connu, Marigold, qui joue en fond. Il y a du Prince aussi, qui me semble, qui joue en fond, alors que ce sont des morceaux qui sont sortis bien après les années 50. Et là vous voyez qu'on est dans un autre univers, on est dans un multivers burroughsien que Guadagnino déconstruit ou reconstruit à sa façon. Et ça peut du coup poser des soucis sur la représentation. Non, vous ne verrez... Oui, vous voyez des gens locaux vite fait, mais c'est pas là. Y a pas de, ça touche à rien en fait. C'est peut-être moins ancré dans le réel, paradoxalement, que l'œuvre littéraire de base, qui quand même essayait d'eux, parfois, sur l'ambiance, de sonner Mexique et de sonner Amérique du Sud, même si sur la dernière partie dans la jungle, au hasard, là on est plus sur le réel, et encore, on sent que c'est fait en studio, même s'il y a des scènes qui ont été faites vraiment sur place apparemment. Et alors, bah après, thématiquement, c'est terrible, parce qu'il y a cette obsession et cette quête impossible, double quête impossible, ou pas d'ailleurs, cet amour impossible, cette tentative d'avoir la télépathie par le trip absolu, ok, mais qu'est-ce que c'est un personnage pathétique, Lee, hein. Et c'est terrible parce que Burroughs lui-même se sentait pathétique par rapport à quelque chose qui lui était arrivé, par rapport à ses addictions, je reviendrai là-dessus sur la fin, et le fait est qu'il s'il s'est mis à écrire, c'est suite à un drame, clairement, hein. Et là c'est le drame d'un homme qui est ailleurs, et qui a peut-être commis quelque chose aussi à l'image de Burroughs dans son pays, au-delà des addictions et de l'utilisation de la drogue. Et là, bah, c'est d'une tristesse, t'as l'impression que le jeune là, qui veut posséder, joue de lui, joue de cette attirance pour faire des choses, pour faire ses expériences, vivre ses petits trucs, quoi, ses petits trips. Il n'y a rien en fait, c'est une fausse histoire d'amour, pourtant il y a des moments de romance, et on peut y croire, c'est filmé avec les corps, il y a des belles scènes, mais elles sont factices aussi par rapport à ce que j'ai dit avant, de toute façon ça va ensemble. Et puis alors il y a des scènes, on est des moments, on sort du Guadagnino qu'on connaît, on est proche de Cronenberg, il y a même du body horror indirectement fantasmé, ou du body transparent. Enfin, il y a des scènes où il y a des surimpressions quand il imagine, Lee, qu'il pourrait faire quelque chose avec Allerton, mais pas, alors des fois il peut, mais des fois il peut pas, et il fantasme, il idéalise. Il y a une scène extraordinaire au cinéma, mais parfois dans le montage, les scènes se succèdent bizarrement. C'est ça qui fait que le film était très, très, très difficile à palper aussi. Il faudra le revoir tout simplement. Mais il y a une scène où ils vont voir Orphée de Cocteau, avec le personnage de Jean Marais qui traverse le miroir pour aller, j'imagine, dans le monde des morts. Hein. Il y a ce moment où il essaye de traverser une sorte de miroir entre réalité et fiction, fantasme, pour être en couple avec Allerton, mais c'est pas possible. Et les seuls moments où ils sont vraiment en couple, c'est de façon charnelle et sexuelle, mais au final, Allerton, lui, il veut juste son expérience, mais il veut pas d'amour. Et derrière, donc après, bah, ils partent quand même pour trouver cette drogue. Allez, spoiler, tant à dire, j'oublie des choses, mais c'est pas grave, je suis pas en état d'imaginer pouvoir tout dire, et déjà d'habitude, c'est pas le cas. Donc, que se passe-t-il dans la deuxième partie, parce que c'est chapitré, en fait, c'est chapitré en 3 parties, mais il y a vraiment 2 films en un en fait, hein, parce qu'il y a un épilogue aussi, bon, on y reviendra après. Ils partent donc là-bas, où ils rencontrent la docteure qui est jouée par Leslie Manville, enfin une docteure qui fait des recherches donc sur cette drogue, pour soi-disant télépathie et tout. Enfin. Mais bon, là il la trouve, il trouve le Yahé qui était tout autour d'eux dans la jungle, hein, c'est des lianes, voilà, hop. Et ça dans le bouquin, il le trouve pas. Dans le bouquin, il y a une non-finition sur le fait que le Yahé, il le trouve pas. Et là, il donne une conclusion, et ça donne la possibilité à Guadagnino de rentrer dans un délire visuel
absolue. Alors avant, oui, on a des cauchemars, rêves qui sont quasi proches d'un Lynch. Hein, il y a des moments... Il y a même une scène dans une chambre d'hôtel avec un jeune Brésilien, je crois. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que l'acteur est brésilien en tout cas. Où il y a une sorte de chambre rouge derrière. J'ai ressenti ça. Après, il y a Suspiria, c'était pas trop loin dans l'esthétique aussi. Mais après, on est dans un univers, moi, donc une femme coupée en deux, j'ai pas l'impression que c'est son épouse qu'il a laissé derrière, qu'il a peut-être tué, Lee. Je reviens sur ce point très vite, j'en sais rien. On peut imaginer tout un passé très sombre. Et il y a des trucs, on comprend pas, il faut pas chercher à comprendre. Mais alors, on rentre dans Burroughs fois 1000. Lynchien peut-être, Cronenbergien, oui, de toute façon, ces univers peuvent être compatibles. Et l'univers Burroughs prend vie, y compris un médaillon en centipède qui bouge. Bah là, c'est le festin nu, parce qu'il y a des sortes de cancrelats, centipèdes, cafards, vivants, monstres bizarres, là. Et là, il nous fait tout Burroughs dans la partie. Et ça en est presque maladroit de folie et de liberté. C'est un cinéma très libre à la fin, ou qui est d'autant plus triste, c'est-à-dire que oui, ils sont sous le trip du Yaré, et ils sont ensemble sans être ensemble, les corps deviennent transparents les uns les autres, ils font qu'un, mais pas vraiment, parce que c'est un fantasme. Une sorte de télépathie, de transcendance, je sais pas quoi, mais en fait, après, bah, ils vont se séparer. Et il va offrir une autre conclusion au film, au bouquin. Alors, dans le bouquin, on voit Lee qui revient à Mexico, il n'y a plus Allerton et tout. Et là, il revient, mais après, il a imaginé, fantasmé des vieux jours avec potentiellement Lee, avec peut-être Allerton, ou pas. À un moment, on voit qu'il va jouer à un jeu, il va tirer... sur un truc posé sur la tête d'Allerton et le tuer. Une sorte de truc de Guillaume Tell mais avec une balle. C'est ainsi que Burroughs a accidentellement tué sa femme. C'est à cause de ce drame. Ils étaient sous substance, hein, ou alcoolisés, je sais pas. Il a fait ça. Et après, il s'est mis à écrire. Et sans ça, il aurait peut-être jamais été l'écrivain qu'on connaît. Donc là, il y a l'univers Burroughs qui arrive à la fin et tu as l'impression qu'au final... Guadagnino, il met Burroughs en scène à travers le personnage de Lee qui vraiment est Burroughs et un Daniel Craig qui est exceptionnel dans le film en soi. En soi, vous le prenez à part, sa performance, elle est folle, quoi. Très étrange qu'il n'ait pas été nommé, même aux Oscars, là, enfin, bon, parce qu'il est sorti l'année dernière, le film il était potentiellement nommable, bon, vous faites ce que vous voulez avec ce terme. Et une fin qui va au-delà de l'écrit de base, qui est une fin pour Burroughs. Un Burroughs vieux, qui a vécu plus vieux que prévu, parce que Burroughs, avec tout ce qu'il a pris, il n'aurait jamais vécu aussi vieux, mais il est là, et puis malheureusement, il a fini seul. Alors, je ne sais pas si Burroughs a fini seul, mais en tout cas, le personnage de Lee finit seul avec ses fantasmes, où il se fantasmera plus vieux, finalement, au final, seul. Qu'est-ce que c'est triste. Voilà, je ferme dans un spoiler, pas besoin d'aller trop loin à chaud. C'est un film particulièrement spécial, qui a autant de qualités, de grandes... on va dire approche artistique que peut-être de défaut dans ce qu'il a voulu faire dans le surtro, peut-être, suresthétique ou non, j'en reviens à la scène avec Nirvana un petit peu au début, bon, pourquoi pas. Il a tout mis Guadagnino dedans, parce que c'est son œuvre matricielle, littéraire peut-être, c'est son auteur, il en a fait un cinéma à la hauteur de l'auteur, mais au final, au-delà d'adapter fidèlement l'univers d'un auteur, a-t-il réussi à faire son œuvre personnelle de cinéma à lui, Guadagnino? J'ai envie de dire oui et non. Oui sur des thématiques et déjà ses obsessions préalables. Petite précision, Guadagnino lui-même est homosexuel. Et ici, il a déstructuré, déconstruit un Call Me By Your Name très sage en finale, mais très sympa sur certains points. Après, j'ai toujours des réserves sur ce film. Pour en faire quelque chose là de totalement halluciné, le terme, hein, oui je me répète. Ça va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, mais justement, en allant trop au-delà, n'est-il pas trop dans le trop? Et jusqu'où l'excès artistique peut aller? Oui, il fait ce qu'il veut et tout, mais est-ce que derrière, ça va plaire à tout le monde? L'évidence, c'est que clairement non. Est-ce que ça m'a plu? Sur pas mal de points, oui, parce que j'ai vécu l'expérience. J'y reviendrai, je verrai si je trouve ce film finalement très réussi, ou si j'ai plus de réserves encore que je peux en avoir maintenant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce queer, il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange. Et il faut, voilà, transmettre notre passion comme ça et aller au bout. Peggy, je t'embrasse. À la prochaine, ciao.